Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonsoir Marc. Merci d'être au rendez-vous de ce ski chrono débrief après ce week-end fantastique que nous avons vécu entre Kranjska Gora et Adelboden, où on a revu du vrai ski, du sport, pourtant dans des conditions difficiles, mais on s'est régalé avec un samedi bleu-blanc-rouge, podium de Tessa Worley, de Pinturo, et puis un dimanche plus compliqué avec les éliminations de Clément Noël et d'Alexis Pinturo en slalom. Mais on a aussi vu de belles choses. Mais avant ça, on va revenir aussi sur la polémique de la semaine, l'annulation du slalom de Zagreb, qui a fait beaucoup parler, coulé beaucoup d'encre. Comme on a dit, s'il n'y avait pas eu la blessure de Victor Muffajandé, qui sera forfait du coup pour les Jeux, victime d'une fracture de la cheville, s'il n'y avait pas eu cette blessure, on pourrait en sourire. On a quelques nouveaux éléments à verser au dossier. Alors, visiblement, la Fédération internationale de ski, au travers de son président Johan Eliash et secrétaire général Michel Vion, ont décidé pour l'instant de ne pas communiquer officiellement. Ça ne veut pas dire que les choses en coulisses ne bougent pas. On sait qu'il va y avoir une prochaine réunion en milieu de semaine du groupe de travail qui est chargé de la programmation, de l'évolution des calendriers, puisqu'il rendra ses conclusions au printemps. On ne peut pas imaginer, Marc, que Zagreb ne s'invite pas à la table des discussions. Normal. Il est normal qu'ils y aillent, qu'ils défendent leur cause, mais bon, il y a un certain nombre de facteurs qu'on va certainement mentionner ensemble. Quelques informations dont on a eu qu'en retour. Donc oui, il est normal que Zagreb se présente. Il est normal qu'il y ait un comité de presse, qu'il y ait des discussions, que les choses évoluent le plus logiquement possible pour l'avenir du ski mondial. Même si certains en doutent, on a vu que Victor Muffajandé, qui a pris la parole sans mettre la responsabilité directement sur la FIS ou sur Zagreb, mais lui doute que les choses peuvent bouger. Bon, on verra ce qui sort de ce comité de travail. Parmi les informations qu'on peut verser au dossier, il est clair que même s'il était difficile d'annuler cette course avant qu'elle démarre, puisque chacun s'est donné sa chance, on a certainement un peu tardé à l'annuler, à l'arrêter. Oui. Oui, pour moi, l'un des facteurs qu'on n'a pas mentionné il y a quelques jours en arrière, c'est que quand les athlètes, tu l'as vu, donc sur les 15 premiers, sur les 15 meilleurs mondiaux, il y a eu pratiquement 8 convoqués, 8 oui, pardon, et 7 non. Donc là aussi, c'est un gros débat et c'est logique. On joue la place aux Jeux Olympiques, on joue une qualification parmi les 4 de sa nation, on prend un bon dossard, on sait que ça risque de péter, donc on prend un bon dossard, on se dit, bon, on a quand même un coup à jouer pour la qualif pour les Jeux Olympiques. Donc là, évidemment, les athlètes ont répondu en majorité oui. Oui, c'est une petite majorité. Ils se sont réunis visiblement la veille, les 15 premiers, pour échanger. Et de manière informelle, ils sont passés au vote. 8 pour la course, 7 contre. Donc, même chez les coureurs, alors on était peut-être la veille, donc ce n'était pas encore totalement les mêmes conditions. On savait que ce n'était pas bon. Mais même chez les coureurs, ce n'est pas aussi simple que ça. On aurait pu croire que les coureurs allaient dire non, on ne part pas. Non, parce que, comme tu le dis, certains ont des intérêts sportifs. Ils sont préparés à la saison, ils ont envie de courir. Voilà, donc, mais il y a un élément qui aurait pu aussi alerter, je pense que ça les a alertés, que ce soit le jury, la FIS, c'est ces piquets qui ne tenaient pas dans la pente. Exactement. Exactement. Ça, pour moi, étant slalomeur, et je peux te dire qu'aujourd'hui, là devant, j'ai plus de dents. Je n'ai plus rien du tout. Je me suis pété le palais, un piquet qui était revenu, qui est venu dans la bouche. Et ça, c'est la dangerosité du slalomeur, en dehors du fait d'enfourcher, de tomber aujourd'hui. C'est que le piquet qui ne tient pas, comme ça a été le cas dès les premiers dossards, on a essayé de remettre des coins, on l'a vu en bois, on a essayé de remettre du sel et ça ne tient pas. Là, il y a un impératif direct de sécurité pour un slalomeur. C'est dire là, on ne continue pas plus parce que ça va être un calvaire, la perte de temps de remettre les piquets et surtout l'insécurité maximum pour un slalomeur qui risque dans ces cas-là de reprendre un piquet au milieu du visage, au niveau du corps, sous les skis. Et là, en dehors de toute autre considération, pour moi, ça, c'est un élément essentiel de sécurité chez un slalomeur. Autre information qui a été sortie par nos confrères du Suisse du Blick, qui sont en général plutôt bien informés, c'est que visiblement les organisateurs croates n'avaient pas contracté d'assurance annulation pour ces épreuves.
Et ça peut expliquer que, voilà, on est senti chez Vedran Pavlek, le manager général du comité d'organisation de la Coupe du Monde de Zagreb, une envie de vouloir faire quand même ces courses pour toutes les raisons qu'on sait, la télé, le marketing. Et ça n'a pas mis de sérénité dans le jeu. Donc ça, c'est aussi un élément important. Hein. On sait que c'est difficile désormais d'assurer des courses. Hein. On sait que Val d'Isère, qui a connu ça, a du mal à trouver une police d'assurance pour assurer le critérium. Donc là, visiblement, on a fait cette économie qui explique que derrière, on était un peu coincé. Et ça, c'est pas bien non plus que des motifs, j'allais dire, financiers viennent influencer une décision qui devrait être uniquement dictée par le sport. Oui, ça c'est le sport d'abord, mais bon, on peut facilement taper sur Zagreb, il est clair, mais dans le passé, il y a eu d'autres stations que je ne citerai pas dans le monde qui n'ont pas pris ces assurances annulation et qui se sont retrouvées dans une situation où les conditions atmosphériques leur permettaient à être obligés d'annuler la course. Et là, ils se sont retrouvés dans les mêmes conditions. Donc, il y a une pression plus, comme tu l'as dit, du comité d'organisation par rapport à cette perte financière qui a fait que la pression mise sur la FIS, sur les coureurs, en tout cas mais aussi sur l'incompétence des techniciens de la piste avec tous les gens qui étaient au bord de la piste. Là aussi, il y avait une grosse incompétence. Oui, il y avait pas assez de monde, ils se sont pris un petit peu tard. Bon, voilà. Après, sans jeter l'opprobre sur Zagreb, on sait que toutes les organisations peuvent un jour être confrontées à ce genre de problème de météo et peuvent avoir aussi des défaillances. Hein. C'est pas clairement le propos de se dire on se paye Zagreb. Là, il y a un problème. Bon, de toute façon, je pense que sans mauvais jeu de mots, Zagreb devrait payer une addition assez salée et pourrait, j'allais dire, disparaître du calendrier parce que ces courses à 800 mètres, j'allais dire, deviennent de plus en plus difficiles. Maribor est dans le même paquet. Donc, ce groupe de travail de la FIS doit statuer. On verra ce qu'il en advient. On attendra les décisions en avril et on en reparlera en temps et en heure. On va quand même passer au sport, au ski et à ce week-end parce que c'est bien aussi de dire, voilà, on dit quand il y a des choses qui sont pas très bien, hein, ça arrive, mais on peut aussi dire que ce week-end, on a vu des belles courses qui étaient, j'allais dire, réalisées dans une équité sportive bien préparée, avec des organisateurs qui ont mis les moyens, y compris même la FIS, hein, qui avait délégué 5 personnes à Adelboden pour assister l'approche finale de cette étape, de cette escale technique en Suisse. On va commencer par Kanjka-Gora en Slovénie. Et cette nouvelle belle performance de Tessa Worley qui est sur une superbe série et qui fait podium deuxième derrière l'intouchable Sarah Hector qui vole en ce moment. Oui, bravo à Tessa qui n'est pas passé loin, qui nous a fait un magnifique géant. Il a manqué peu de choses, mais en tout cas, elle est là, elle est présente et il va falloir compter sur elle pour les prochaines semaines et pour les prochaines semaines, mais aussi pour Pékin, ça c'est sûr, pour les Jeux. Et là c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé Tessa sur ces conditions de piste délicates. Hein, la visibilité là-bas à Kanjka-Gora, c'est un petit peu de l'ombre. Il y a un petit peu jour blanc. Le terrain, une piste très technique. Et là, elle a fait preuve d'une maîtrise implacable. Évidemment, Sarah Hector nous a fait une démonstration hallucinante, notamment à la deuxième manche. Elle est en confiance. Ouais, bravo à elle. Elle est là depuis le début de saison. Hein. Oui. On n'en a pas beaucoup parlé. Mais alors là, elle a fait preuve d'une grande maîtrise. Et en tout cas, félicitations aux Suédois. Bravo. Elle est en tête du général du globe du géant parce que bon, l'autre information importante de cette épreuve, c'est que les favorites se sont un peu trouées. Hein. Shiffrin 7e en géant et Vlova surtout 15e font que derrière, voilà, Sarah Hector a pris la tête du général devant quelques points devant Shiffrin. Tessa est aussi en course, hein, elle est à 35 points, je crois, 55 points de Sarah Hector. Donc, on est à 5 géants, on est à la mi-temps de ces géants. Par contre, j'ai une question à te poser. Quand on est dans cet état de forme qu'elle a retrouvé, ce haut niveau, comment on fait, alors qu'on sait qu'on a un objectif dans un mois, qu'il n'y a plus de géant de Coupe du Monde, le géant des Jeux de Pékin sera le 7 février, comment on fait pour garder, j'allais dire, ce niveau de forme sans avoir de départ qui permet d'avoir des références. En tout cas, de départ en géant, elle fera 2 super G de Coupe du Monde, je crois, mais pas de départ en géant. Tout simplement, comme toutes les autres géantistes, parce qu'elle n'est pas la seule. Oui, je sais, mais comment ils veulent garder cette confiance? Parce que là, on est un peu en aveugle pendant un mois.
Voilà, c'est la continuité d'entraînement, c'est la continuité de ce qu'ils ont travaillé depuis quelques semaines, avec encore plus de sérénité qui est venue depuis hier. Donc tant mieux. Je crois que c'est de trouver les formes de terrain, les qualités de neige et surtout garder cette joie, une phase de récupération aussi très importante pour que Tessa soit dans les meilleures dispositions pour Pékin. Ce qui ne va pas être simple parce qu'à Pékin, ils ne connaissent ni la piste, ni la neige. Donc, ça ajoute à cette période un peu ce saut dans l'inconnu. Alors, c'est vrai, comme tu le dis, il est mieux de débarquer à Pékin avec ce sac à dos de confiance qui va la porter, parce que ça veut dire que voilà, le travail qui a été fait en amont a été bien fait. Alors, il y a 2 facteurs pour Lionel Pélissier, le responsable des Géantistes, c'est que de trouver la configuration de terrain qui correspond à la piste olympique, mais 2, les conditions de neige. On sait qu'apparemment là-bas, ce ne sont que des neiges artificielles. Ventées. Inventées. Donc, à eux de trouver le combiné entre ces 2 paramètres qui sont l'essentiel de la préparation finale pour Tessa. Et les autres géants. Voilà, on arrive à avoir cette mémoire pour se souvenir des belles choses qu'on a pu faire, comme ça, au fil des jours qui vont passer. Ouais, je pense que c'est le côté psychologique dont on ne parle pas beaucoup, mais qui fait que Tessa, les gens qui sont autour d'elle, puissent garder cette confiance, puissent encore l'emmagasiner et la conserver du mieux possible pour qu'elle soit bien le jour J, ce qui n'est pas toujours très, très évident. On va signaler aussi la 18e place de Coralie Frassombé et 21e place de Clara Direz. C'est dans les points. Voilà, on aurait voulu un petit peu plus, un peu mieux après la première manche parce qu'elles étaient quand même, elles avaient réussi une petite perf. Mais bon, voilà, pour l'instant, ça construit toujours. Hein, on s'impatiente, mais voilà, il faut le signaler. C'est dans les points. Voilà. En slalom, aujourd'hui, on a vu donc dimanche que Vlhova, là, par contre, a remis les pendules à l'heure hein, au clocher du village pour s'imposer. Shiffrin est sorti. Voilà, c'est pas un super week-end pour l'américaine. Mais Vlhova a vraiment fait une belle course et ça veut dire que au général, on a quelque chose chez les filles de très, 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 très serré qui se resserre entre Shiffrin, qui est toujours leader, avec une trentaine de points sur Vlhova. Hein, je crois qu'on est à 866 pour l'américaine et 831 pour Petrova. Donc, c'est vraiment très serré et un gros suspense. Oui, moi, ce que je noterais, c'est que Shiffrin, c'est rare de l'avoir enfourché. Très, très rare. Elle a enfourché aujourd'hui. Vlhova avait été montée un peu dans les tours avant la première manche, en fonction des qualités de neige, comme quoi, même en montant dans les tours, elle a quand même pu être sereine, notamment sur la deuxième manche. J'étais déçu pour notre amie, pour notre Suissesse, Wendy, qui méritait cette victoire. On était tous avec elle. Elle a fait une belle course. Elle est encore deuxième. On espère que cette année, elle va pouvoir franchir enfin l'ultime marche pour gagner quand même sa première victoire de la saison. Mais enfin, Vlhova, solide sur une deuxième manche qui n'était pas évidente pour elle. Chez les Françaises, derrière Anastasia Noens, 16e, on a la belle surprise de Kenza Lacheb, hein, qui vivait sa première Coupe du Monde, la skieuse de Combloux, et qui marque ses premiers points, 27e. Elle va s'en souvenir hein, de ce slalom de Kranjska-Gora. Oui, quand tu rentres ta première Coupe du Monde et qu'en plus tu rentres dans les points maintenant, et qu'elle n'avait rien à perdre, et je pense que Rudy Soulard a fait un bon travail avec elle. Elle a bien intégré cette première Coupe du Monde pour elle et c'est tout à son honneur. Donc, j'espère que maintenant, elle va pouvoir continuer sur sa lancée sans brûler les étapes, hein, en faisant les allers-retours Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Mais en tout cas, enfin derrière, un peu ce qui arrive. On avait eu quelques petits commentaires sur le site de skichrono.com sur les Français, enfin sur la France qui ne remplit pas ses quotas. Là, pour le coup, on a bien fait d'appeler Kenza parce que du coup, elle marque ses points. Elle gagne son billet pour le prochain slalom mardi à Schladming. Donc, elle va pouvoir enchaîner et essayer de s'inviter à la table des 30 premières. En plus, elle a un parcours un peu atypique. Hein. Elle était sortie un peu des radars. Hein. Elle s'est entraînée chez le team privé Orsatus.
Bon, elle a 23 ans, c'est pas jeune, c'est pas vieux, mais voilà. Mais là, en tout cas, elle s'offre je veux dire, un petit bout d'horizon en Coupe du Monde qui fait plaisir à tout le monde. Oui, ouais, ça fait plaisir. En tout cas, bravo à elle, bravo à l'équipe qui est derrière elle. Et c'est bien. En tout cas, je lui souhaite bonne chance et de continuer. Il y a pas d'âge aujourd'hui. Elle n'est pas sortie avant et maintenant elle l'est. Donc, il y a pas de raison. Il faut qu'elle continue à travailler et j'espère que ce sera tout bénef pour elle. Bon, elle a déclaré à Ski Chrono que ça a été du stress positif. Donc voilà, c'est bien qu'elle le prenne de ce côté-là. On bascule à Adelboden, hein, cette étape mythique. On s'est régalé, hein, c'était vraiment Ouais. magnifique. Et si on regarde le général, là, pour le coup, j'allais dire, il n'y a plus beaucoup de suspense, hein, sauf blessure. Marco Odermatt a peut-être 400 points d'avance sur Kiel 2, un peu plus sur Mayer, il en a encore un peu plus sur Pinturo qui est quatrième. Bon, en géant, il n'a pas d'adversaire à sa taille. Et visiblement, il enchaîne les manches et les victoires, hein, que ce soit sur n'importe quel terrain. Oui, en tout cas, une maestria chez lui avec la pression. Hein. Adelboden, c'est quand même la mecque du géant. C'est vraiment l'épreuve reine pour moi là-bas. Et avec le public qu'il y avait, la pression qu'il avait, il a été bien, je trouvais. Quand même pas oublier que non plus, deuxième manche, Feller, il lui claque. Il lui met quand même 7 dixièmes. 7 dixièmes, oui. Oui. Non, mais après, Feller est en forme, hein, aussi. Hein, voilà. C'est pas une surprise, mais j'allais dire, oui, on parlait de cette pression parce que c'est peut-être son point faible à un moment, puisqu'on se rappelle que l'année dernière, au moment des finales, il avait eu un petit coup de moins bien, peut-être mental aussi, hein, et physique sur cette fin de circuit de Coupe du Monde. Là, honnêtement, j'ai l'impression qu'il apprend beaucoup, très vite, et qu'il domine son sujet, parce que pour parler de Pinturo, qui est son challenger en géant, hein, bon, il est en train de réduire un peu l'écart, hein, finalement, parce qu'il n'y a pas non plus 2 secondes entre les deux, mais on sent quand même que pour l'instant, il y a Odermatt et les autres. Est-ce que tu penses qu'au jeu, il peut être rattrapé, parce que là, c'est une pression encore différente? Je dirais au jeu, en dehors d'Odermatt, c'est les autres athlètes qui disent c'est le coup d'un jour, c'est comme un match de foot, comme un match de rugby, comme toutes les épreuves, un match de tennis. C'est que c'est un jour, et le mec qui n'a rien à perdre, qui te claque une manche de rêve, c'est ça qui peut se passer pendant les Jeux Olympiques ou les championnats du monde sur une épreuve d'un jour. C'est surtout ça qui risque de se passer. Je pense qu'Odermatt, il a la sérénité aujourd'hui. Alors, on ne sait pas comment il va gérer les Jeux Olympiques. Et je crois que ça va être les bulles qui vont être là-bas, qui risquent plus de déstabiliser certains athlètes comme lui, qui sont des potentiels vainqueurs. En tout cas, l'armada derrière de jeunes, ou en tout cas pas de jeunes, mais de gens qui veulent gagner, rien à perdre. Tu vas, tu claques, ça marche pas. Tu finisses premier, deuxième, troisième, ou tu finisses 15e, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être sur le podium quand même. Donc là, on verra. Donc, on peut saluer le retour d'Alexis Pinturo sur le podium, hein, 3e. Oui. Et puis aussi la performance collective des Français. Hein, Mathieu Fèvre, 5e, qui était à la lutte pour le podium et qui a fait une nouvelle fois une grosse faute en deuxième manche, et qui termine quand même 5e. Cyprien Sarrazin, qui claque un top 10, 10e, avec la rage. Hein, vraiment, ça s'est vu. Et puis Thibaut Famero, qui est 13e. Donc, ça fait quand même un joli tour groupé. On peut dire, alors même si on sait qu'il n'y a pas de critères fixés par la direction technique nationale pour aller au jeu, on peut dire que ces 4-là devraient avoir leur billet pour Pékin. Oui, d'autant plus qu'on salue un Victor, évidemment, oui. Et très triste pour toi. Et Victor avait son ticket aussi pour aller là-bas. Là, maintenant, les 4 géantis, je crois que la Ligue est quasiment faite. Voilà, je pense qu'en tout cas, bravo à Cyprien, qui m'a énormément surpris, qui est vraiment parti au taquet, qui a fait une course exceptionnelle. Notre ami Mathieu, qui encore une fois nous fait une belle graille à la deuxième manche, mais qui était vite, et malgré ça, finit 5e. Donc, ils ont une belle équipe de géants, là. Je trouve qu'ils se sont bien... Voilà.
On va terminer par le slalom d'Adelboden, hein, le bouquet final, un slalom de dingue, hein, des conditions dantesques. Hein, il neigeait des têtes de chat et on n'y voyait pas grand-chose, mais on a vécu un peu toutes les émotions, hein, sur ce slalom, notamment avec les Français, hein, 0 pointé au final, l'élimination de Clément Noël, la victoire surprise de Strolls, hein, qui arrive de nulle part, hein, de Sar 38, l'élimination en deuxième manche de Pinturo qui pouvait jouer un podium, le retour des Autrichiens. Qu'est-ce que tu veux retenir? Ah, le slalom d'Adelboden. Aujourd'hui, c'était fabuleux. Quelles émotions! Moi, j'ai eu la chair de poule. En tout cas, bravo aux Autrichiens qui ont fait une course exceptionnelle. On n'avait pas vu beaucoup en slalom depuis le début de saison, mais ils se sont rappelés. Là. Début de saison, ils étaient passés un peu tous à la trappe. Là, ils ont été très, très bien. Tu l'as vu, des conditions de neige, des conditions changeantes de visibilité. Mais globalement, ça s'est bien passé. Il y a un écart très peu sur les 30 premiers après la première manche. Armand n'est pas qualifié. Mais moi, je reviendrai sur le fait. Alors, notre Clément national, mais aujourd'hui, je ne sais pas si tu as noté le nombre de mecs qui ont fourché. Oui. Clément a été le premier, mais il y en a quand même un sacré paquet dans les 2 manches qu'on fourche aujourd'hui. Alors, qualité de neige particulière. On a vu un paquet de mecs. Encore, quand tu es tout seul à enfourcher, bon, tu t'en prends qu'à toi, mais quand il y a quand même un nombre, je sais pas, je crois qu'il y en a eu 15 au total des 2 manches, c'est énorme. Ça veut dire que la qualité de la neige, la qualité de la neige, la préparation des skis, les mecs, il n'y avait pas de marge de manœuvre et il y a un paquet qui se sont mis au tapis quand même, ou en tout cas qui ont fourché, quoi. Alors Clément a confié aussi également qu'il regrettait de faire autant de fautes, qu'il fallait remettre des choses en question, hein, donc il n'est visiblement pas satisfait. Oui, il fait beaucoup de fautes. Bon, il a enfourché, hein, tu l'as dit, beaucoup l'ont fait. On a quand même l'impression, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen qu'il en mette peut-être un peu moins, ou de toute façon c'est sa façon de skier, pour justement qu'il aille plus souvent en bas? Ça c'est une bonne question. C'est une bonne question, Laurent. Moi, je dirais qu'en tant que slalomeur, c'est le métier, encore une fois, c'est le métier du slalomeur, c'est les risques du slalom. Quand on fourche dans une double, une triple, en général, tu sais que tu t'es pas laissé de marge de manœuvre. C'est-à-dire que c'est souvent là que tu peux te garder un petit peu de marge de manœuvre. Quand tu sors comme ça et que tu sors des horizontales parce que tu as une trajectoire plus ou moins tendue, ça fait partie du métier. Alors après, on peut toujours refaire le monde, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il skie vite, qu'il skie bien. Il a 2-3 petites choses, mais pas hors du temps non plus. Il enfourche. À l'inverse de Madonna, où il se couche, il est en retard, il arrive tendu, machin. Ça, c'est un autre débat. Là, c'est une autre forme. Pour moi, c'est une autre façon d'aborder, une autre vision sur son résultat aujourd'hui. Il enfourche, bon, terminé, on en a vu, je te dis encore une fois, bonne tartine aujourd'hui. Je n'ai pas de raison de penser que, oui, qui corrige 2-3 autres fautes, qui fait de temps en temps, oui, pour être encore plus sûr. Mais le fait d'avoir enfourché aujourd'hui, c'est comme ça. Je n'ai pas regardé pour l'instant dans les statistiques, mais victoire avec un dossard 38 en slalom, ça n'a pas dû arriver si souvent dernièrement. Hein. Oui, c'est vrai. Ça remonte à, je pense, à un certain nombre d'années. Effectivement, il y a eu un gars avec un dossard aussi loin. En tout cas, lui, il a claqué une deuxième manche, une première déjà, mais une deuxième manche exceptionnelle. Les autres, hein, tu vois, Strein aussi. Enfin bon, il y a un paquet de mecs qui sont quand même mis au tapis. Feller. En tout cas, il y a une super journée. Moi, j'ai trouvé aujourd'hui exceptionnel ce slalom d'Adelboden. Alors, dans le malheur des Français, hein, qui sont allés au tapis, Alexis Pinturo ou Clément Noël, c'est que tous les favoris n'ont pas rallié l'arrivée. Et ça veut dire qu'au classement général, il y a un statu quo total. Alors, il y a 3 épreuves, hein, mais on a le Norvégien Foss Solvag qui a été éliminé et qui est à 140 points. Jacobsen, 140 points aussi. Clément Noël est désormais 3e ex-aequo avec Strolls, 100 points. Et Pinturo est à 80 points. Donc, ça veut dire que pour ce globe-là, tout est à faire. Hein. Il reste encore 6 slaloms et ça promet de belles empoignades pour ce mois de janvier qui est un mois dédié au slalom avec toutes les grandes classiques. Oui, et tu l'as dit, hein, le nombre de favoris, le nombre de gars qui aujourd'hui sont mis au tapis, c'est assez exceptionnel aussi.
Donc, finalement, toutes les cartes sont redistribuées. C'est plutôt bien pour Clément, je pense, qui domine quand même son sujet. Mais voilà, il va falloir être vigilant. Il va falloir être en bas. C'est vrai. Ouais. Oui. Bon, on verra ça cette semaine, puisque c'est, j'allais dire, les garçons restent en Suisse avec l'étape de Wengen, hein, vitesse plus slalom. Les filles, elles ont une petite étape à Schladming mardi, et après, elles fileront toujours en Autriche à Saarbrunnsee pour une étape de vitesse. Donc, je vous propose qu'on se retrouve après ces épreuves pour un nouveau ski chrono débrief. Avec grand plaisir, Laurent. Donc, ça va être très intéressant de voir les filles à Schladming, comme tu l'as dit. Ça, c'est bien. C'est une nouvelle épreuve. C'est une bonne décision. Comme quoi, quand on a des courses en basse altitude, on est capable aussi, en fonction des conditions, de modifier le calendrier. Oui. Et puis Wengen, cette piste assez particulière en slalom, hein, qui est très, très technique, très raide. Ouais. Donc, puis un week-end lourd hein, pour la vitesse. Oui, ça va être encore… on va se régaler. Voilà. Eh bien, écoute, bonne semaine, bon ski à tous, et on se retrouve pour le prochain ski chrono débrief. Allez, merci à toi, Laurent. Merci à tous. Bonne soirée.